Eh ben bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Film en vrac. Alors c'est l'été, donc petite installation d'été. J'ai posé mon bureau juste dans le coin de ma collection. Alors vous voyez pas, mais je suis enfin assis. Et je comprends Alex la fuite en vidéo. Ça fait 2 fois qu'on te cite en une semaine, mec. J'espère que t'es fier d'être une star. Mais ouais, on est beaucoup mieux assis en fait, vraiment. Là j'ai calé mon petit bureau, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est une installation juste incroyable. Voilà, là, je pense qu'on est sur une installation absolument révolutionnaire. Voilà. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de films. Il est temps que je vous fasse cet épisode de Film en vrac. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'en ferais un par mois. Bien sûr, oui. Donc c'est parti, on va arrêter de perdre du temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Film en vrac. Bon, je vous ai mis un peu de lumière parce que c'est quand même un petit peu grisâtre. On passe d'un temps ensoleillé à plein de nuages. Bon, c'est cet été qui a décidé d'être un petit peu bizarre. Je vais pas forcément mettre d'extrait des films dont je vous parle parce que j'ai un petit souci en fait, c'est j'ai plus de fibres à la maison en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un souci avec Bouygues. J'ai un technicien qui doit passer demain normalement, mais on m'a coupé les câbles apparemment de ce qu'on m'a dit, donc là je me retrouve sans internet. Bon, j'ai toujours les données mobiles des téléphones et tout ça, mais j'ai plus la fibre et tout, donc pour télécharger les vidéos, mettre les extraits et tout, ça va être voilà. Je vais quand même vous mettre les affiches, mais bon, bref, assez raconter ma vie. Hier, j'étais au Gaumont-Saint-Denis et j'ai vu le film Ma qui se passe dans le même univers que Shaitan que j'avais vu l'année dernière, qui était sorti sur Netflix avec Ajay Devgan. Et d'ailleurs, je crois que c'est une production Ajay Devgan aussi, enfin Ajay Devgan, puisqu'il a enlevé le A de son blaze. Et cette fois-ci, il met en scène sa femme Kajol, la toujours aussi merveilleuse Kajol, dans un film d'horreur qui se passe donc dans le même univers que Shaitan. Ça nous raconte l'histoire d'une mère et de sa fille, endeuillées puisque le père de famille vient de mourir, qui se retrouvent donc dans son village d'enfance à lui, et qui vont être pris dans une malédiction qui implique un arbre maléfique gigantesque. C'est un film qui est full premier degré, que ma foi j'ai plutôt bien apprécié, qui alors implique une mythologie autour de la déesse Kali, si je dis pas de bêtises. Donc on peut dire que c'est un film qui est très qualitatif, excusez-moi, voilà, j'étais obligé de la faire. Mais ouais, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, parce que, alors déjà, j'aime beaucoup Kajol, ensuite j'aime beaucoup certains films d'horreur indiens qui vraiment n'hésitent pas à y aller bien comme il faut. Donc ouais, ce Ma a été, ma foi, plutôt une bonne surprise. Il y a des scènes que j'ai trouvées assez fortes, notamment une pluie de jeunes filles possédées sur une voiture lancée à vive allure sur une route, un final assez mythologique, et pas mal de scènes d'angoisse assez bien troussées. On pourrait presque dire que c'est un Evil Dead indien, parce qu'il y a énormément de scènes avec des branches maléfiques, vous savez, qui s'allongent et qui serpentent pour attraper leurs victimes. C'est un film que j'ai bien apprécié, qui a des effets spéciaux pas terribles. Ça, je peux pas dire le contraire, mais moi, vous me connaissez, je préfère un film avec des effets spéciaux mal faits, mais bien efficaces et faits avec sincérité, plutôt qu'un blockbuster sans âme, mais avec des CFX parfaits. Donc ouais, Ma a été plutôt une bonne surprise. J'ai bien apprécié le film, à part le design du méchant qui est clairement le roi des morts dans Game of Thrones, sauf qu'il est en bois. Voilà, il est en bois, c'est un Pinocchio maléfique. Non, j'ai passé un bon moment, le film est assez cruel, assez violent par moments, surtout dans certaines scènes, notamment dans l'ouverture, mais il est bien maîtrisé au niveau de son ambiance.
de sa photographie aussi, c'est assez beau. On a des plans assez majestueux avec un arbre, donc comme je l'ai dit, un arbre maléfique qui se dresse, qui est entièrement nu, avec énormément de branches qui vont un peu dans tous les sens, avec de très beaux plans. C'est pas une révolution, clairement, et la suite, enfin la fin du film nous indique que l'univers va se prolonger avec un autre film. Je suis plutôt content. Alors, Shaitan et Ma ne sont pas de très grands films, mais ils sont suffisamment efficaces pour rester en mémoire, et ça va être le cas de Ma, qui, comme Shaitan, a été un divertissement plutôt sympathique et bien efficace. Le réal, il a aussi fait, il a l'air assez spécialisé dans les films d'horreur, il a fait les films Chori, qui sont, je crois, disponibles sur Netflix. Alors j'avais commencé le 1, qui de mémoire mettait en scène un couple avec une femme enceinte dans un espèce de petit cabanon reculé au milieu de hautes herbes. Ça faisait un peu penser au démon du maïs, comme ça, mais je l'avais pas fini. Et j'ai chopé le 2, donc il va falloir que je me mette à jour sur ces deux films. J'ai vu Normal Family de Jin Ho-ur, alors un réal coréen que je suis pas sûr de connaître. Je sais pas si j'ai vu un de ses films, qui met en scène une histoire de famille où un drame a eu lieu et peut-être que certains membres de la famille seraient impliqués. Alors on a un frère qui est chirurgien, qui vit de manière assez modeste, et son grand frère est avocat, et ils doivent gérer leur mère qui est atteinte de démence due à son âge, et leurs femmes respectives et leurs enfants qui sont donc peut-être impliqués dans un drame humain. Et je pense qu'avec ce film, on peut encore une fois dire que les Sud-Coréens s'assoient un peu plus sur le trône, parce que j'ai trouvé le film d'une maîtrise narrative et visuelle, encore une fois, assez folle. C'est très bien interprété, et il y a quelque chose de très grinçant dans certaines scènes, mais qui n'en font pas forcément des caisses. On est un peu habitué au surjeu, enfin la manière de jouer asiatique, c'est-à-dire un petit peu dans le surjeu comparé, pour nous en tout cas. Et là, j'ai trouvé que c'était assez grinçant et un peu sous-jacent, avec quelques scènes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise, notamment la scène avec la surveillance vidéo du bébé. Je peux pas en dire plus, ça arrive vers la fin, mais quand vous verrez la scène, je pense que vous aussi, ça va vous faire grincer des dents. Le casting est parfait, ils ont tous entre eux une alchimie assez dingue. Alors, au niveau du casting, on a Seol Keong-gu, Jang Dong-gun et Kim Ah-wee, Chori, enfin voilà, des grands noms. Claudia Kim, Seol Keong-gu. Alors je dois prononcer ça de manière absolument atroce, mais le casting fonctionne extrêmement bien, ils sont parfaitement complémentaires, les dialogues sont écrits avec une précision redoutable, et les scènes sont vraiment... en fait, le film est d'une fluidité assez incroyable, on court à la catastrophe, et on ne peut rien faire à part voir le truc venir, la situation s'empirer. Et j'ai trouvé la scène d'ouverture aussi très très forte, très cruelle de réalisme en fait. C'est un épisode de rage au volant, voilà, on peut dire ça, qui dégénère, mais avec une rapidité juste folle en fait. Et ça fait clairement, c'est clairement réel quand on voit la violence dans laquelle le monde d'aujourd'hui baigne. Cette scène qui ouvre le film m'a paru extrêmement sensée, extrêmement triste et extrêmement violente. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, vraiment. Vous savez, ces thrillers, drames coréens qui sont d'une maîtrise sur tous les plans, en fait, sur le plan narratif, sur le plan de l'acting, sur le plan de la réal, sur la justesse de l'écriture des scènes, sur ces moments clés qui te marquent. Non, vraiment, le film est en salle et il mérite clairement un gros succès. J'avais adoré La Main des frères Philippou, qui était sorti il y a quelques temps maintenant, et j'ai vu que leur nouveau film était disponible déjà sur le net, malheureusement. Je voulais attendre la sortie salle, mais finalement, j'étais faible et lâche. Et c'est un film qui mérite clairement d'être vu en salle. Je vais retourner le soutenir, et je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à attendre vraiment sa distribution en salle, parce que pour moi, ça a été une énorme claque. Encore une fois, les frères Philippou, alors qu'ils viennent du YouTube Game, voilà, qui faisaient des vidéos sur YouTube, mais on sent vraiment que ce sont des gens passionnés. D'ailleurs, ils ont travaillé il y a quelques années sur le film de Jennifer Kent, The Babadook. Et là, avec Bring Her Back Substitution, donc, ils nous signent une pépite de l'horreur assez incroyable, assez intense, avec un sujet très grave.
Ça raconte l'histoire d'un frère et de sa sœur qui, suite au décès du père, vont être placés dans une famille d'accueil. Et la personne qui gère cette famille d'accueil est plutôt louche. Voilà, je peux pas trop en dire. Mais vraiment, sachez que ce Bringer Back, vraiment, il a des scènes assez incroyables. On va pas forcément être dans l'horreur pure, ni dans le jumpscare un peu facile. Ça va être quelque chose qui va monter graduellement en intensité au niveau du malaise, au niveau alors déjà de l'interprétation parfaite des personnages. Vraiment, le casting est au top. Encore une fois, comme je l'ai dit dans le film précédent, Normal Family, ça se répond, mais du tac au tac, c'est juste un régal. Et l'atmosphère pesante, une atmosphère poisseuse, dérangeante et très triste en fait. C'est autant un drame qu'un film d'horreur, je trouve. Et ça se mélange ultra bien. Il y a des scènes vraiment très glauques, très dérangeantes. Ça a été pour moi une bonne petite claque de l'horreur. Alors ça va clairement être dans mon top de l'année. Encore une fois, je regrette ma faiblesse de l'avoir découvert sur mon PC, alors que clairement le film mérite vraiment sa sortie salle et mérite surtout un grand succès en salle, parce que c'est pas de l'horreur facile, c'est de l'horreur à la fois glauque, à la fois du quotidien, avec des comportements vraiment très, très humains, des réactions très humaines qui nous montrent ça parle du deuil forcément, puisque déjà on a ce frère et sa sœur qui sont endeuillés, mais il y a d'autres éléments aussi dans le récit. Il y a des scènes vraiment très marquantes, notamment avec un jeune enfant qui sert un peu de fourre-tout démoniaque, enfin je peux pas trop en dire, mais sachez que vraiment ce Bringer Back pour moi a été une réussite vraiment totale. Il mérite son succès en salle, moi je retournerai le soutenir, parce que vraiment c'est ce type de film d'horreur qui reste en tête. Vous voyez, ça devient un peu compliqué avec les films d'horreur qui ont une distribution un peu mainstream, je vais dire, de vraiment retenir des propositions. Alors, on a forcément eu des trucs fun cette année, comme le dernier Destination Finale ou autre, mais là, c'est quelque chose de plus viscéral qui te marque, parce que c'est bien écrit, c'est bien interprété, très bien interprété. Il y a des scènes visuellement très marquantes et très violentes. Et c'est surtout le propos, là, ce propos sur le deuil qui nous concerne tous, parce que on est forcément obligé de passer par là. Et jusqu'où certaines personnes peuvent aller face à ce type de drame, et c'est un des sujets traités dans le film, et traité vraiment avec brio. Donc vraiment, je vous invite à soutenir ce Bringer Back, comme je le ferai quand il sera disponible en salle. Je crois que ça va plus trop tarder d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il se retrouve sur le net comme ça. C'est le type d'œuvre à soutenir clairement en salle. Je me suis fait avec délice la saison 3 de Squid Game. J'avais beaucoup apprécié la saison 2, vraiment beaucoup par les partis pris narratifs et le soin qu'elle prenait à continuer l'histoire en fait. Et cette saison 3, pour moi, c'était parfaitement dans la continuité de la saison 2. Alors j'ai vu énormément de retours qui disaient que la saison 3 était une catastrophe. Et sans méchanceté, franchement, je me doutais que j'allais kiffer. Parce que ça pouvait que finir comme ça, en fait, de manière dramatique. Et je pense que ce qui a déplu aux gens, c'est qu'on leur donne pas le happy end qu'ils avaient espéré. Et je trouve ça violent, je trouve ça sombre, c'est toujours aussi bien interprété. Forcément, ça va dans l'exagération totale du drame. Et ouais, forcément, ça peut aller que dans le drame et dans l'exagération, parce que là, les personnages sont poussés dans leur retranchement. Je trouve que les jeux qui nous sont proposés sont vraiment terrifiants, et je sais pas comment on peut, ne serait-ce que essayer d'y jouer, parce que pour moi, ça me paraît vraiment sans issue, surtout le coup de la corde à sauter. C'est assez affreux, mais non, j'ai adoré cette saison 3. Alors, le cliffhanger sur lequel ça finit, ça a introduit la version américaine de Squid Game. Je pense qu'ils vont décliner ça de toutes les manières possibles. Je pense pas forcément que c'est quelque chose qui va me plaire, ou que même je vais suivre. Ah si, quand même, je vais suivre, je pense. Je vais suivre, en espérant qu'ils raccrochent correctement les wagons entre Squid Game sud-coréen et Squid Game US. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, c'est toujours aussi bien joué. Alors oui, il y a du drame, oui, il y a des personnages qui en font des caisses, mais comment est-ce que nous, on réagirait si on était dans leur situation, en fait? Comment est-ce qu'on agirait? Comment est-ce que notre part la plus sombre, notre instinct de survie le plus primaire ne ressortirait pas, en fait? Pour moi, c'est des thèmes que la série réussit à aborder vraiment avec beaucoup de maîtrise. Non, cette saison 3 a clairement été pour moi un régal.
Je suis content de la fin, je trouve que ça ose en fait. Ça ose, voilà, ça va pas dans la facilité. Et il n'y a pas de miracle narratif qui survient au dernier moment, même si on nous laisse croire que peut-être... Non, non, tu vas te la manger jusqu'au bout, la douille, bah, tu vas te la manger jusqu'au bout, voilà. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison 3. Ce qui a été aussi une assez bonne surprise, ça a été le spin-off de John Wick, Ballerina, que j'ai rattrapé en salle, assez tardivement d'ailleurs. Bah ma foi, honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié. Alors, bon, clairement, c'est pas un film parfait. Il y a beaucoup de défauts inhérents au film de John Wick qu'on retrouve ici, mais je trouve que, ne serait-ce que par déjà la variation des lieux, le fait qu'on ait une femme en héroïne, alors Anna de Armas, j'ai rien contre cette actrice. Je me demande même si... Non, je l'avais déjà vue dans Knock Twice, là-bas, où elle était déjà avec Keanu Reeves, où elle enterrait dans le sable, là. Là, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait, ma foi, plutôt bien, mais comme je le disais sur Twitter, si on avait une vraie kickeuse, comme l'actrice qui joue la tarée dans Blind War avec Andy Hawn de Crescio, ou la kickeuse de Curbing Violence, je vous mettrai les noms là parce que j'ai oublié. Là, on aurait pu avoir quelque chose de très très bon. Là, bon, on sent que c'est pas vraiment une artiste martiale, clairement, même si je trouve qu'elle s'est plutôt bien investie. Et j'ai aimé la construction du film qui m'a rappelé certains Girl with Gun du début des années 2000, genre So Close ou autre, avec ces séquences d'entraînement, on voit qu'elle galère, qu'elle a du mal et que... En fait, le scénario du film tient sur un timbre-poste, elle veut venger la mort de son père, voilà, on peut pas faire plus basique que ça. Mais ça me dérange pas, moi, dans certains DTV ou même dans certains films que j'aime beaucoup, le scénario tient sur un timbre-poste. Donc là, non, ça me pose pas de souci que le scénario soit faible. Ce qui est important, c'est les scènes d'action. J'ai trouvé les échanges de coups plutôt sympathiques. Ça me manque évidemment de la maestria d'un vrai réalisateur, mais d'un vrai chorégraphe surtout. Mais il y a certaines idées que j'ai bien aimées, comme le combat au lance-flammes, le final, cette demi-heure finale dans le village perdu dans la neige, je trouve que ça amène une esthétique assez intéressante. J'ai bien aimé le fight dans le nightclub, là, bon, qui est assez classique, et on retrouve l'esthétique de certains films de tous les films John Wick avec ses néons et ses lumières. Mais dans l'ensemble, franchement, Ballerina, ça a été un film que j'ai plutôt apprécié. C'est quand même assez plaisant de voir un Girl with Gun sur grand écran avec du budget et voilà, je pense pas que les gens qui aient fait ce film aient une particulière mauvaise volonté. C'est clairement perfectible, mais comme je l'ai dit, avec une vraie artiste martiale, ça aurait pu vraiment donner quelque chose de fort. Mais voilà, on gueule pas quand dans certains films, t'as Moon Lee qui défouraille Dick Way ou autres, qui sont des armoires à glace, donc là, je ne prends pas en grippe le fait que Anna de Armas, qui doit faire 48 kilos, arrive à maîtriser des mecs de 2 mètres, ça me pose pas de problème particulier. J'ai passé un bon moment devant Ballerina, je me suis même demandé si j'allais pas aller retourner le revoir au cinéma, mais bon, non, j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Non, ouais, j'ai vraiment passé un moment plutôt sympathique, en attendant le spin-off réalisé par Donnie Yen, Kane, donc. En tout cas, ça a été, ma foi, un film d'action plutôt cool. Sur Prime Video, je me suis fait avec grand plaisir le nouveau film de Ilan Nechuller, réalisateur de Hardcore Henry et Nobody. Un réalisateur sur lequel j'ai toute confiance, en fait. Vraiment, je sais que c'est un des maîtres de l'action, ne serait-ce que par ce Hardcore Henry que j'avais beaucoup apprécié. Pareil pour Nobody, c'est un film que j'aime énormément. Voilà. En attendant la suite qui arrive donc cet été, réalisé par Timothy Adjanto. Voilà. Franchement, ça donne envie. La bande-annonce m'a donné envie. Et ce Head of State, donc, on retrouve Idris Elba, John Cena et Priyanka Chopra dans un film d'action qui fonctionne vraiment bien. Le rythme est parfait. Il y a un très très bon, une très très bonne alchimie, je trouve, entre Idris Elba et John Cena. Ça donne lieu à des scènes vraiment qui sont drôles, mais sans jamais trop en faire. Parce que lui, John Cena est président des États-Unis et Idris Elba, c'est le Premier ministre londonien, je crois. Et il y a un parfait échange entre eux, mais c'est d'une fluidité et d'une complémentarité vraiment cool. Ça fonctionne très bien, leur espèce de petite engueulade dans l'avion, là, j'ai trouvé ça vraiment bien, suivi de la scène de l'attaque de l'avion, qui est clairement très très bonne.
C'est bien filmé, c'est bien chorégraphié, et les échanges de coups sont bons, le rythme est bien, vraiment, non, j'ai vraiment passé un bon moment, mais j'en doutais pas en fait. C'est le genre de réal qui te délivre des films, tu sais déjà à peu près à quoi ça va ressembler, ce qu'il aime faire, et ce qu'il aime montrer comme type d'action, et là je trouve que ça fonctionne bien. C'est un petit Roland vidéoclub des années 90, et pour moi ce film méritait absolument pas de finir sur Prime, mais pour moi c'est un blockbuster qui méritait sa place en salle. Je trouve ça assez dommage. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, il y a un bon mix je trouve entre humour et action, ça se prend jamais trop en sérieux. Ça méprise jamais son spectateur en disant je vais te montrer quelque chose, regarde, moi je suis un grand réal, moi je sais faire de l'action. Non, ça y va vraiment à la cool en fait. Je vais faire un bon film et je vais te le donner. Et c'est exactement ce qu'il fait en fait. Un bon film et il nous le donne. Et vraiment, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très cool. Le final est vraiment très bien. Et non, ça a été un régal, un bon petit blockbuster sans prise de tête, avec un bon casting qui sait bien se répondre. J'aime beaucoup John Cena, je trouve que le mec a... pas forcément un artiste de catch que je suivais, mais en tant qu'acteur, hein, je l'avais déjà trouvé très bien dans The Suicide Squad. Alors j'ai pas vu sa série Peacemaker, mais il paraît que c'est très bien, donc pourquoi pas me laisser tenter. Non, c'était vraiment très cool, et avant de passer au film suivant, je voulais juste revenir vite fait sur Priyanka Chopra, alors qui est pour ceux qui ne la connaissent pas, l'actrice qui joue dans Quantico, voilà, très bonne carrière. Non, c'est une très grande actrice de Bollywood qui est en place depuis, ça va faire plus de quasiment 25 ans, je crois, qui a joué dans très bons films. Alors j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais elle a joué notamment dans Andaz, aux côtés d'Akshay Kumar et Lara Dutta, qui est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma indien, qui parle de la condition des veuves en Inde, en fait. C'est un film absolument remarquable, et je vous invite vraiment à le voir si vous voulez découvrir un peu mieux Priyanka Chopra, hein, qui est au-delà d'une femme superbe, une extraordinaire actrice, que j'ai vraiment très envie de revoir dans autre chose que des productions américaines, hein, voilà. Donc ouais, c'est Andaz, je pense qu'il est peut-être disponible sur YouTube. Parce que c'est pareil, pour trouver du cinéma indien en bonne qualité, avec des bons sous-titres, il faut creuser un petit peu, mais le film vaut vraiment le coup. Notamment, comme je l'ai déjà dit, et comme je vais le redire encore X fois, ce film contient peut-être l'un des plus grands clips de l'histoire du cinéma, la chanson Rabba Ishq Naove, pardon, qui est déjà une merveille musicale, mais aussi une merveille de clip. Ça résume tout le film en fait sans dialogue écrit, mais ils sont chantés forcément, c'est une chanson, mais c'est juste une merveille absolue. Elle joue aussi dans le très sympa Barsat avec Bobby Deol, que j'aime d'amour, et Bipasha Bazou. C'est une histoire de triangle amoureux indien assez classique, avec encore une fois de très belles chansons, notamment un clip sous la pluie avec Bobby Deol. Rien que d'en parler, là j'en ai des frissons, parce que cette sensualité, oh ouais. C'est un très bon film, très bon film, assez classique dans sa forme, mais qui est traversé par des moments de grâce assez incroyables. Alors elle a joué dans énormément de films, mais son chef-d'œuvre pour moi c'est Seven Coups de Maf. J'étais persuadé d'avoir le DVD, je le retrouve pas, ça me dérange un petit peu. Il doit être peut-être perdu dans ces... Voilà, j'ai pas forcément très bien rangé tout ça. Qui est un film extraordinaire sur la folie. Pour moi, elle tient son meilleur rôle. C'est une histoire d'une femme qui va avoir 7 maris, et elle va les tuer au fur et à mesure, en fait. Alors, je résume ça extrêmement grossièrement, mais pour moi, c'est un de ses meilleurs films, si ce n'est son chef-d'œuvre. C'est un film absolument remarquable, donc j'essaierai de vous parler un peu plus longuement dans une future vidéo. J'ai vu The Ugly Stepsister, la version dépravée de l'histoire de Cendrillon, alors qui se concentre sur l'une des belles-sœurs, une des peaux de vache qui entoure Cendrillon. J'ai trouvé ça assez cool, peut-être un peu survendu quand même, au niveau de toute la hype qui est présente. Je dis absolument pas que c'est un mauvais film, attention. Ça m'a fait penser un peu dans l'histoire au Conte interdit. C'est ces versions trash des contes de notre enfance, Bambi, la princesse au petit pois, tout ça. Là, je trouvais ça assez cool.
assez douloureux dans certaines scènes, mais sans trop en faire dans le gore, en fait. J'ai vu que beaucoup comparaient ça à The Substance. Non, je ne comparerais pas ça du tout à The Substance, parce que c'est beaucoup moins graphique. C'est quelque chose de plus malsain au niveau de ces thèmes. Alors ça évoque clairement le diktat de la beauté physique, même à l'époque, voilà. Le fait de vouloir absolument trouver un prince riche, beau, pour pouvoir s'élever socialement et réussir à se perdre un peu dans ce diktat-là. Surtout que je trouve que l'héroïne, donc on va suivre, elle va se faire transformer le visage, mais à la base elle est pas moche du tout, quoi. Elle est pas, voilà. Vas-y, arrête de me regarder, hein. Il y a ma fille qui me déconcentre. Pardon. Fais ton dessin, ma puce. Vas-y. Papa, il fait sa vidéo. Ouais, non, elle est pas moche du tout, mais voilà, alors la scène du nez, la scène des yeux, par contre, ça, c'est bien douloureux. Et la scène, forcément, j'arrive pas à rentrer dans la chaussure, donc je vais essayer de tout faire pour y rentrer. Et surtout, la scène du ténia, là, ça fait assez mal. Mais j'ai trouvé ça assez bien trouvé. Et justement assez dosé dans l'horreur graphique. C'est suffisamment douloureux, mais sans trop en faire. Il n'y a pas de grand geyser de sang ou quoi que ce soit. Donc ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Au final, assez triste quand même, je trouve, dans ces thèmes. Alors il y a tout un univers qui est mis en place, qui est plutôt maîtrisé. Non, ça a été une petite surprise agréable. Peut-être un peu survendu quand même. Mais c'est pas du tout un mauvais film, je suis content de l'avoir vu, c'est un petit peu original, donc ouais, pourquoi pas, je suis content que ça ait son petit succès, ça le mérite. Ah Je me suis mis en tête de regarder Thunderbolt, mais c'est à cause de Florence, voilà, je voulais juste voir Florence en fait, et... Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien à en dire, mais c'est l'autoroute de A à Z. Pourquoi j'ai regardé ça? Enfin, pour Florence, bien sûr, mais il n'y a pas une idée, il n'y a rien, c'est mou, c'est fade, c'est... Le final, ça se passe dans une sortie de bureau, un coin de rue, là, genre au bout, il y a un Starbucks, tu vois. Voilà, ça reste dans un coin de rue avec ce méchant, gentil, méchant. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de créer un peu une menace à la Homelander, mais ça fonctionne pas du tout. C'est fade, mais il y a rien en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Il y a rien. C'est le néant total. Il y a aucune scène d'action intéressante. Il y a aucune idée visuelle intéressante. Putain. Il y a des moments donnés où on est dans l'esprit du méchant, mais c'est d'une fadeur, c'est des pièces remplies d'obscurité, mais il y a rien, c'est vide. Je comprends pas comment on peut encore... c'est quoi là? C'est le 36e film, je crois, du MCU. 36 films. 36. Ça sert à rien que j'en parle en fait. C'est tellement fade. Tu sais comment ça va se finir. Il n'y a pas une once d'originalité à part essayer de nous mettre en scène des faux marginaux qui sont brisés intérieurement, mais finalement le pouvoir de l'amitié va les réunir. Mais il n'y a rien. Il y a juste une scène qui m'a fait sourire, non? Enfin, je fais... ouais, tu sais, le rire gêné, là. C'est quand Loki, il sort son bras du lave-vaisselle, voilà. Voilà. 2 heures pour un micro-sourire de 5 secondes, c'est un peu cher payé, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma d'horreur indonésien sur la chaîne. Et ben, j'ai rattrapé, alors, sur Dailymotion. Il y a beaucoup de films d'horreur indonésiens qui sont disponibles là-bas, voilà, si vous galérez à les trouver. Pangatin Iblis, quel régal. Déjà, ça fait plaisir de voir un film qui pose un enjeu narratif fort, très très fort. L'amour d'une mère qui se sacrifie pour son enfant, pour sauver son enfant, qui va accepter d'épouser un démon. Non mais déjà, le concept est ouf. Mais en plus, ils te mettent ça en scène
mais avec toute la maestria du cinéma d'horreur indonésien, c'est-à-dire qu'on te pose le cadre, on te pose le contexte, on te pose des personnages attachants. D'ailleurs, je suis totalement tombé sous le charme de l'actrice principale, Askia Namia, qui est... voilà. Qui tient un rôle pas évident, ma foi, un double rôle même, parce qu'elle va jouer ensuite une femme possédée, et elle va tellement lâcher les potards, mais voilà. Je l'ai souvent répété sur la chaîne, mais le cinéma d'horreur indonésien, ça y va à fond. Ça y va à fond. Tu attends, Aline. Ça y va à fond. Et là, c'est le cas dans l'interprétation de cette superbe actrice. Le film est très premier degré. Il est full premier degré, il est douloureux, il fait mal. Il est fort dans son thème, dans ses enjeux. Il y a des scènes assez marquantes, alors qui ne sont pas forcément originales, mais qui sont faites avec brio. Alors si vous avez du mal avec les femmes possédées qui se dégradent physiquement au fur et à mesure et qui, vous savez, qui parlent un peu en mode démon, en mode voilà, vous avez le topo. Hein. Là, vraiment, ça va être ça pendant tout le film. Mais ça se finit vraiment en plus d'une manière vraiment frontale. C'est du pur cinéma d'horreur indonésien. Ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas vu un film d'horreur indonésien qui me marque, voilà, à ce point-là. Et là, ça a été une bonne surprise. Ça m'a fait replonger dans cette vague de cinéma d'horreur indonésien dont je vous ai tant parlé sur la chaîne. Et voilà, je me suis aperçu que ça faisait quand même un petit moment que j'en avais pas parlé. Donc ça a été une très bonne porte de retour, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Le film est disponible sur Dailymotion. Donc vous pouvez le rattraper facilement. Il mérite clairement, et qu'est-ce que j'aimerais qu'un éditeur français ou autre puisse nous sortir tous ces grands films d'horreur indonésiens, là vraiment, il y a trop de pépites là, il faut faire quelque chose pour le support physique, parce que à part les posséder sur mon PC, sur mon disque dur, moi j'ai envie de les avoir dans ma vidéothèque, parce que c'est des films vraiment que je trouve fabuleux, quoi. C'est... Comme je l'ai dit, c'est pas des films qui révolutionnent le genre de l'horreur, mais ils sont faits tellement avec démesure, en fait, avec générosité, avec ce côté j'y vais à fond. Vous savez que c'est quelque chose qui me plaît énormément dans leur cinéma. Donc si un éditeur veut nous faire un beau coffret 10 films spécial horreur indonésienne, sachez que je serai le premier acheteur. J'ai rattrapé aussi, puisqu'on est dans l'horreur asiatique, Them Behind the Door, qui est un film de Joe Chien, ou Joe Chien comme j'aime l'appeler, un réal que j'aime de tout mon cœur, parce qu'il a fait Zombie Fight Club en 2014, avec Andy On, Michael Wong, Jessica C, tout ça, qui est un film vraiment que j'aime de tout mon cœur, et dont je vais vous reparler extrêmement rapidement. Il avait fait aussi Abyssal Spider, qui était une œuvre assez curieuse, qui se passait sur un bateau avec une araignée géante télépathe. Et là, avec son Them Behind the Door, il a essayé de nous faire un rigor mortis doublé d'un Darkwater, avec une femme et sa fille qui emménagent dans un grand immeuble hanté jusqu'à la moelle, mais vraiment du toit jusqu'à la cave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai what? C'est, alors, au niveau des... rien que d'y repenser, j'ai mal à la tête, en fait. J'ai des crampes, tout ça. Non, c'était un visionnage extrêmement inconfortable, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, il y a des effets style MTV années 2000. C'est un foutraque narratif assez incroyable. Il a essayé de caser énormément de choses dans son film. Les personnages sont parfois des clichés, parfois un peu développés, mais tout se perd dans une bouillie narrative, mais waouh, quoi, j'ai pas compris. Puis il y a des clichés qui devraient être interdits, avec une femme fantôme qui est au plafond, mais... Je suis assez perplexe, parce que ce côté foutraque, alors, il l'avait dans Zombie Fight Club, mais c'était bien géré. Ça mélangeait post-apo, zombie, club de fight clandestin, film de femmes en prison, exploitation bis, tout ça. Mais là, c'est une bouillie. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis assez surpris. Bon, ça arrive les faux pas dans une filmographie, hein, bien sûr. Mais ouais, ça me surprend de Joe Chien, qui est quand même un réal que je trouve assez intéressant dans son style, justement. Mais là, ça a été tout
tout ce qu'il faut pas faire dans les films d'horreur asiatiques depuis 30 ans, et il a tout pris, il a fait une bouillie, il a mélangé, il a mis au micro-ondes, il l'a étalé, et voilà, ça a fait Them Behind the Door. Bon, bah, non, c'est clairement pas validé, ça a été une déception assez incompréhensible pour moi. Alors, à signaler quand même qu'il y a Stanley Fung et Josio dans ce film, alors ça a été plutôt un point positif, même s'ils ont des rôles assez mineurs. Voilà. Bon, Ah, puis la photographie, la photographie, c'est gris, non, c'est gris, humide, cave, non, Oui, j'ai rattrapé beaucoup de trucs. Je me suis fait Predators, Killers of All Killers, le film d'animation de Disney+. J'ai beaucoup apprécié. Alors, j'avais lu que le style visuel avait rebuté certaines personnes. Ça n'a pas été mon cas, j'ai beaucoup apprécié. Surtout la manière dont les histoires se croisent et finissent par se réunir. C'est bourré d'action, c'est original, ça traverse les époques, ça mélange les époques, c'est bourré d'action. Non, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ça a été un super divertissement. J'ai pas forcément grand chose à en dire, mais je suis plutôt satisfait de la tournure que prend la franchise Predator, avec la bonne surprise qui était Prey. Après l'infect The Predator réalisé par le tâcheron Shane Black. Oui, c'est un tâcheron. Hein, voilà. Ça doit être le scénariste de je sais pas de combien de classiques hollywoodiens. Je suis désolé. Pour moi, ce mec est un ringard, hein, mais vraiment un ringard fini. Et The Predator, c'était clairement l'apogée de sa ringardise. Mais avec Prey, avec ce Killers of All Killers, et avec le prochain film Predator Badlands, je crois, dont j'aime déjà beaucoup le concept, avec Elle Fanning qui va jouer un androïde de la compagnie d'aliens, Huelang Yutani, je sais plus quoi, là, qui va devoir s'associer à un Predator. Je trouve ça assez cool, qui remélange les deux franchises. Si je l'ai jamais dit, j'aime beaucoup le film Alien versus Predator 1. Le 2, il a les défauts qu'on connaît, voilà, on va pas revenir là-dessus. Non, ça a été une bonne surprise. Le fait que ce soit un film d'animation permet beaucoup de trucs visuels dans la réalisation. Alors les personnages sont des archétypes, voilà, c'est pas forcément très bien développé, il y a des facilités. Mais pour moi, ça a été une excellente surprise. Donc vive la suite, vive la saga Predator. J'ai rattrapé Sister Midnight avec Radhika Apte, une actrice indienne que j'aime particulièrement. C'est un petit film atypique qui a parlé de la découverte de soi, d'un couple après mariage, voilà, qui n'a pas forcément une grande alchimie, mais il va se passer quelque chose concernant la femme qui est donc jouée par Radhika. Je suis resté sur ma faim, malheureusement. C'est plutôt sympathique dans le ton, un petit peu décalé, un petit peu burlesque, mais pour moi, ça va pas forcément me rester en tête, parce que j'ai trouvé les thèmes abordés finalement assez classiques, et quand j'ai vu sur quoi ça allait déboucher, je me suis dit, bon, dommage. Ça m'a pas parlé plus que ça. Alors, évidemment, Radhika Apte est une très grande actrice, et je souligne encore une fois sa prestation. Mais, ouais, non, je suis resté sur ma faim, ça m'a pas convaincu. J'ai trouvé ça un peu vain dans la tentative. C'est une curiosité, avoir une fois, mais ça serait pas forcément une recommandation. Ce que je trouve dommage, étant donné la présence de Radhika Apte au casting, qui est, encore une fois, je le répète, une très grande actrice. Bon bah voilà les amis, alors j'ai pas parlé de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai vu énormément de trucs, mais j'ai parlé des trucs principaux quand même. Ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo, et donc voilà, bon bah... Là, je profite, et en même temps, je teste ma caméra que j'utiliserai pour HK. Là, je vois, ça fait 43 minutes que je filme sans que ça se coupe, parce que avant, je filmais avec mon ancien portable en 4K, et toutes les 8 minutes, en fait, ça s'arrêtait. Donc, il fallait que j'aille checker, voir où ça en était assez régulièrement. Donc là, ça fait plaisir de pouvoir tout lâcher d'une traite. Comme je disais à ma femme ce matin. Et donc, bon, là, je vais faire les coupes, évidemment, et essayer de donc vous insérer les images, voilà. En tout cas, les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour sur les films dont j'ai parlé, si vous les avez vus, si vous les avez appréciés, ou si vous les avez pas appréciés. Je vais essayer quand même de reprendre un bon rythme, voilà, avant septembre, parce que j'ai peur de me faire engloutir par l'algorithme. En fait, si tu sors rien, voilà, c'est ça.
Donc voilà, vous voyez, là, je suis en train d'enregistrer. Et là, juste là, vous pouvez pas la voir, mais il y a la petite qui est en train de me faire des grimaces. Donc j'essaie de rester concentré, mais c'est compliqué. Donc les amis, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les films dont je vous ai parlé. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.